Les maîtres du mystère. Parmi les chefs-d'œuvre du roman policier, Germaine Beaumont et Pierre Billard ont choisi pour vous ce soir Le Petit Vieux des Batignolles d'Émile Gaboriau dans une adaptation radiophonique de Jean Cosmos, avec Rosie Wart, Jean-Marie Amato, Pierre Delbon, Maurice Biraud, Nelly Delmas, Raymond Pellissier, Marcel Bozuffi, Henri Virlogeux, Jean Negroni, Maurice Chevite, Gaëtan Jor, Lisette Lemaire, Geneviève Morel et Becky Rosanès. Chronique de Germaine Beaumont et Roger Régent. Prise de son Noël Barbet. Opérateur Charles Marié. Assistante Marie-Denise Vanda. Réalisation Pierre Billard. L'action se passe vers le milieu du siècle dernier. Allons, Godoy. Renonce à la faculté de médecine et viens nous rejoindre en Sorbonne. La vieille dame a besoin d'imagination comme la tienne. Ton voisin est un original et pas plus. Original, oui, bien sûr. Mais de quelle sorte? Je l'ai croisé en blouse de fromager, en veste d'encaisseur, le cheveu noir, le cheveu roux, glabre, le poil hirsute. Alors, est-ce un comédien, est-ce un malfaiteur? Ah, s'il suffit qu'on renonce à se raser 2 jours pour entrer dans ta galerie de phénomènes, regarde-moi. Mais toi, je te connais. De lui, je ne sais rien. Sinon que mon portier lui donne du monsieur méchiné long comme le bras, qu'il rentre à la brune et sort avant le petit jour. Que cette nuit, j'ai eu à le soigner le plus mystérieusement du monde, pour une blessure qu'il se serait faite lui-même à la nuque. Et que toutes ces façons m'intriguent. Ah, mais puisqu'il t'a invité à déjeuner avec lui, tu seras bientôt renseigné. Calmel, tu fais un billard? Non merci, il faut que je me sauve. Et même en courant, je risque d'être en retard. Tout ceci reste entre nous, n'est-ce pas? Oh, je partage quelquefois les amours de mes amis, Godoy. Jamais leur ridicule. Pas un mot. Allez, va déjeuner tranquille, mon Baptiste. Mais si les pâtisseries ont un certain petit goût métallique, méfiance, arsenic. Et le père Lafarge en est mort. Tu vois, Méchinet, tu intrigues ce bon jeune homme. Ça, j'avoue, monsieur, que vous avez éveillé ma curiosité. Et oui, cette pauvre estafilade pour laquelle je vous ai dérangé au milieu de la nuit, le secret que je vous ai prié d'observer, tout ça justifiait bien cette modeste invitation à partager notre repas. Et peut-être aussi une petite confidence. Mon ami, oublierais-tu qu'il en va de ta sécurité et de la mienne? Ah oui, c'est vrai. 30 ennemis seraient heureux de connaître mon gîte. Alors contentons-nous de trinquer, jeune homme, à la réussite de vos études et de mes affaires. À la vôtre. Merci. Mais je n'insisterai pas, monsieur, mais ce que vous venez de me dire, ces ennemis, sont-ils dangereux? Pire. Le moindre d'entre eux a un meurtre sur la conscience et monsieur Vidocq a raison de dire... Méchinet. Vous connaissez Vidocq? Oui. Non, de réputation. Toujours est-il que je l'approuve lorsqu'il déclare urgent de dépouiller le crime de sa sinistre poésie et qu'il n'est pas au monde d'être plus lâche, ignoble, abject, repoussant et tout compte fait misérable que les insensés qui ont déclaré la guerre à la société. Enfin, la société, c'est-à-dire vous. C'est-à-dire moi. Mes ennemis, mon jeune voisin, sont les vôtres. Et... Non, ne bronche pas mes chinettes. Et vous, mon ami, pas un bruit. Ah, cette fois, c'est un ami, hein? Attends encore. Nous avons changé le signal ce matin. J'y vais. C'est ça. Ah, bon sang, ils me gâcheront donc toutes mes journées. Ah, c'est vous. Ah, je crains bien qu'on nous enlève mon mari, monsieur, et que notre petite réunion tourne court. Mais je pensais à me retirer, madame, et croyez bien que je comprends très bien. Alors,
Quoi? Là encore une lamentable histoire. Je sors, ma bonne. Oh. Ouais, oui, je crains bien d'être occupé pour quelques heures. Vous m'excuserez, mon cher Godeuil? Je dois descendre moi-même, alors ne vous excusez pas, monsieur. Bien, bien, pressons-nous. Tiens, voici ton écharpe. Merci. Que Dieu te protège encore cette fois-ci, Méchinet. Ouais. Et ne va pas me prendre un mauvais coup, Ouais. hein. Ou même un ruban. Oui, tiens. Et toi, ferme bien au verrou. Hein. Oui. Alors, je devrais être parti. Ouais. C'est toujours bien votre direction? Alors ça, la coïncidence, c'est vraiment... Pour parler net, monsieur mon voisin, j'ai décidé de ne plus vous lâcher d'une semelle que je ne sache à quoi m'en tenir. Comment? Mais... Ou bien vous courez un réel danger, je puis vous aider. Ou bien vous êtes un coquin, et je vous mettrai hors d'état de poursuivre vos agissements criminels. mais c'est qu'il me paraît sincère, le drôle. Et courageux. Alors, c'est dit, je vous emmène. Un carabin, ça doit avoir le cœur rompu à ce genre de spectacle. C'est bien, suivez-moi si vous avez de bonnes jambes. Mais où courons-nous, monsieur? Au Batignolles, mon ami, au Batignolles. Ah, voilà. 39 rue de l'Écluse, c'est ça, nous y sommes. Bah, bon sang, les nouvelles vont vite par ici. Alors retirez-vous, on ne passe pas. On Enfin, ne vous passe me pas. reconnaissez pas, Méchinet? Oh, excusez, non, c'était pour ce jeune homme. Mais il m'accompagne, c'est à quel étage? Deuxième au-dessus de l'entresol. Le commissaire est arrivé avec le juge. Oui, c'est bien, ça va, je verrai. Deuxième, oh, pardon. Maintenant, mon cher, je dois vous avertir. Derrière cette porte, vous guette l'initiation magique. Vous pouvez encore renoncer. Non? Bon. Observez donc. Notez dans votre mémoire tous les détails que votre œil enregistrera du pénible spectacle qui nous attend. 2 attentions valent mieux qu'une. Entrons. Oh! Mais il est... Eh oui, il est mort, oui. Assassiné. Et en chemise. Ah, je comprends que ça vous choque, mais... Non, mais s'il vous plaît, asseyez-vous, j'ai parlé au commissaire. Ah, c'est vous, Méchinet. Oui. Le juge d'instruction vient de partir. Il m'a laissé ce mandat en blanc, prenez-le. Bien, merci. Bien qu'il vous soit désormais inutile. Enfin, à moins qu'il y ait des complices. Je ne vous suis pas. Je regrette le dérangement, Méchinet. Mais nous n'aurons pas besoin de votre savoir-faire. Nous connaissons le coupable. J'ai donné des ordres, il doit être arrêté à l'heure qu'il est. Non? Le coupable est connu? Oui, accompagnez-moi près du corps, vous serez éclairé. Eh oui. Oui, monsieur Méchinet, le coupable est connu, et d'une façon certaine et positive. Le crime commis. L'assassin s'est enfui, croyant que sa victime avait cessé de vivre. Mais il se trompait. La providence veillait. Ce malheureux vieillard respirait encore. Alors, rassemblant toute son énergie, il a trempé un de ses doigts dans le sang qui s'échappait à flot de sa blessure. Et tenez, regardez. Là, sur le parquet. Ces grosses lettres mal formées. Monis? Oui, le nom du meurtrier. Enfin, du moins les premières lettres du nom qu'il a légué à la justice, à la vengeance des hommes. L'ignominie veut que l'assassin soit un neveu de la victime. Un neveu qu'il affectionnait et qui se nomme Monistrol. Monistrol. Diable. Oui, mon brave. Oui. Ayez des frères. Voici les neveux qu'ils vous font. Dites-moi, ce jeune homme n'est pas de votre famille? Ah non, c'est un voisin à qui j'ai demandé de bien vouloir m'accompagner, puisqu'il est un peu médecin et que cette profession nous est trop souvent du meilleur secours. Parfait. J'attends du reste mon docteur. Mais si ce jeune homme veut bien avancer les affaires... Si je peux vous être utile... Je vous en prie. L'inspecteur Méchinet a eu là une excellente idée. L'inspecteur de police? De police, oui. Oh, pas du gaz ni de l'académie, non. De police. Monsieur Godeuil est assez troublé. Je comprends. Pour en revenir à ce Monistrol, sa culpabilité est hors de doute, car cette inscription, pour accablante qu'elle soit, n'est pas la seule charge qu'on peut relever contre lui. Il est l'unique héritier de la victime. On dit avoir été plus qu'à l'aise, fortuné. De plus, c'est hier au soir que l'assassinat a été commis. Ah oui, ça, je le crois, en effet. Et bien sûr, bien sûr. Eh bien, hier au soir, le pauvre vieux n'a reçu qu'une seule visite. Ah. De qui? De son neveu. La concierge l'a vu arriver vers 9h.
Et c'est peu avant minuit qu'il a demandé le cordon pour sortir. Non, décidément, ce Monistrol n'est qu'un imbécile. A-t-il seulement volé quelque chose, fracturé un meuble, pour nous donner le change? Et voyez plutôt, rien ne paraît dérangé. Non, vous l'avez dit, ce misérable n'est pas fort. Ses aveux ne tarderont pas. Eh bien, je vous écoute, jeune Esculape. Vos conclusions? Eh bien, la victime me paraît âgée de 70 à 75 ans. Sans le neveu, elle marchait à coup sûr vers la centaine. Eh ben. Le visage est serein, mais regardez, presque souriant. Le premier coup a suffi. La plaie révèle une arme à 2 fils tranchants, oui, les 2 arêtes d'une lame aiguisée. Un couteau catalan, peut-être. Bien qu'il me paraisse mal commode, pour ne pas dire dangereux, de promener avec soi une arme dont la pointe est redoutablement effilée. Voulez-vous parler de ces poignards dont la lame n'est pas repliable? Oui, monsieur, oui. Non, mais ce qui m'étonne... Allez-y. Le moindre détail mérite examen. Vous me paraissez doué pour l'observation. Ce qui m'étonne, c'est ce visage paisible. Comment peut-on souffrir assez longtemps pour inscrire ces quelques lettres et conserver dans la mort cette sérénité qui expliquerait mieux la soudaineté d'une attaque, la surprise? Oh! Les mains. Oui. Les mains. Eh bien, bien quoi les mains? Oh. Mais oui. Mais oui. La main droite est intacte. C'est la main gauche qui est toute tachée du sang avec lequel il aurait écrit. Oh, de la main gauche. Jeune homme, je suis une vieille bête. Ah oui, j'allais me laisser faire. Monsieur le commissaire, ce n'est donc pas ce pauvre vieux qui a tracé les lettres qui sont là. Bon sang. Et dire que je n'y avais pas pris garde. Mais oui, ce sont les choses qui crèvent les yeux qu'on ne voit pas. Enfin, qu'importe. Du moment que ce n'est pas le vieux qui a écrit, c'est celui qui l'a tué. Évidemment, évidemment. Et ça change tout. Peut-on imaginer un assassin assez stupide pour se dénoncer lui-même, en écrivant son nom à côté du corps de sa victime? Ah, les apparences nous ont trompés. Monistrol n'est pas coupable. Entrez. Ce doit être Goulard, l'agent que j'avais chargé de joindre l'assassin. Enfin, l'assassin présumé. Anciennement présumé, puisque tout est changé. Hélas. Vos ordres sont exécutés, monsieur. Monistrol est arrêté et écroué au dépôt. Oh. Il a tout avoué. Avoué. Ah. Mais c'est merveilleux. Rien de changé. Ah, Goulard, voyons, tu te trompes ou tu nous trompes, pas de milieu. Je vous jure, monsieur Méchinet... Mais tais-toi. Ou bien tu as mal compris, ou bien tu es grisé de l'espoir de nous étonner en nous annonçant que l'affaire est réglée. Permettez mes excuses. Je sais ce que je dis. Je ne suis ni un imbécile, ni un menteur. Oui. Modérez-vous, inspecteur, modérez-vous. Laissez-le s'expliquer. Nous vous écoutons, Goulard. Alors, je raconte la chose. Telle que la chose s'est passée. Monsieur le juge et vous, monsieur le commissaire ici présent, nous avez chargé, moi et le brigadier Poltin, d'arrêter le nommé Monistrol, bijoutier en faux et imitation, domiciliaire rue Vivienne, 75. Le dit étant inculpé d'assassinat sur la personne de son oncle. C'est exact. Là-dessus, tous les deux, Poltin, nous allons au Gédy, en fiacre. Et nous arrivons juste pour trouver le Monistrol qui sortait de table, après dîner avec sa dame. La femme Monistrol, 25 à 30 ans, une beauté, le genre chanteuse. Mais tu ne pourrais pas presser un peu le mouvement? Je raconte. Donc on entre. Le particulier nous voit, tous deux Poltin en paire. Il se dresse, avance. Qu'est-ce que vous voulez? Nous, poli. Au nom de la loi... Qu'est-ce que vous voulez? Au nom de la loi, je vous arrête. Vous m'arrêtez? C'est impossible, c'est une erreur. Non, monsieur. Si vous êtes le sieur Monistrol, c'est possible. Et c'est pas une erreur. Je suis Monistrol. Pourquoi m'arrêtez-vous? Ne faites pas l'enfant. Et votre oncle, hein? Votre oncle. On a des preuves. Le cadavre a causé. Oh mon Dieu. C'est pas vrai. Le cadavre. Croyez-moi, le plus court est de tout avouer. Avouez. Oui, j'avoue tout. J'avoue. Oui, j'avoue. C'est bon. En route. Dès l'instant que vous avouez, vous allez au dépôt. Vous allez au dépôt. Poltin et moi, on croyait l'affaire dans le sac. What? La femme Monistrol, elle était restée comme évanouie sur un fauteuil. Pas un mot au ras des lèvres. Toujours belle, on peut le dire, mais le genre belle évanouie, quoi. À peine on touche à son homme qu'elle bondit comme une lionne, et la v'là clouée au travers de la porte avec les bras comme une crucifiée. Vous ne passerez pas, elle criait. Parole d'honneur, elle était superbe, et d'autant plus blonde que ses cheveux s'étaient défaits.
Et j'hésite la seconde de dire, allons, la petite mère, nous fâchons pas, on vous le rendra. Mais elle se cramponnait à moi, au mari, à Poltin, aux meubles. Tantôt elle criait, tantôt elle prenait une voix de gamine. Et le monde commençait de mettre son nez sur les vitrines. Cher bien-aimé, elle disait, on t'accuse d'un crime, mais c'est faux, dis-leur que t'es innocent. Elle était partout, comme un chat qu'on veut fourrer dans un sac. On devenait ému à la fin. Et c'est lui, le monistrol, qui nous en a débarrassé d'une bourrade. Mais alors là, d'une bourrade, hein. On a profité du moment pour emballer l'individu. Emballer, c'est le mot juste. Un paquet. Et sans compter qu'il était lourd à porter, qu'on avait son chien. Un sale roquet noir qui nous courait dans les jambes et voulait grimper dans le fiacre avec nous. C'est Poltin qui l'a évanoui, celui-là. D'un petit coup de talon. Pendant tout le chemin, pas un mot. On aura voulu le faire jaser, mais rien. Pas une parole. À la préfecture, on l'a fait mettre au secret, avec un surveillant d'observation au guichet. Et comme on sortait, j'ai encore dit, pour savoir. Ainsi, vous vous avouez coupable. Il a baissé 2 fois la tête pour dire, oui. Oui. Et je l'ai à peine entendu qui ajoutait, la voix rauque, laissez-moi. Je vais être seul. Voilà. C'est bien, Goulard. Clair et précis. Parfait. Eh bien, vous avez entendu aussi bien que moi, Méchinet. Comment, après cela, douter de la culpabilité de cet homme? Oui, tout cela est bel et bon. Mais si nous admettons cette culpabilité, nous devons admettre également que c'est lui qui a écrit son nom là par terre. Et alors là, c'est un peu raide. Oui. Mais du moment qu'il avoue, l'instruction nous donnera l'explication de cette obscurité secondaire. Bon. Eh ben, je vais interroger la concierge, si vous ne jugez pas ça superflu. Interroger, mon ami, interroger. Rien ne peut lui faire plus plaisir. Quant à moi, ma religion est faite. Enfin, mon ami, vous êtes affirmatif. Mort instantanée. D'après sa blessure et son aspect, j'en ferai le serment, monsieur l'inspecteur. Oui, bon, bien. Soyez discret, je ne vous en demande pas plus. Nous connaissons donc 2 éléments d'enquête importants. La mort instantanée et le poignard. Le poignard est hypothétique. Non, j'ai ramassé ceci. C'est plus qu'un indice, hein. Une pièce à conviction lorsque viendra l'heure de convaincre. Ce bouchon, examinez-le bien. Il couvrait une bouteille de vin. L'odeur n'est pas trompeuse. D'un côté, ce cachet de cire verte. Ça, c'est peu commun. De l'autre, cette entaille, qui ne peut être que l'empreinte laissée par la pointe d'une arme, qu'on a fichée dedans pour la moucheter à la façon d'un fleuret. Alors, je maintiens que vous avez le don d'observation le plus vif. Cependant, il nous reste beaucoup à apprendre dans cette affaire. Enfin, la concierge va nous aider. Suivez-moi dans sa loge. Personne? Voilà, concierge! Alors, on arrive. Pressez-vous, bon sang! En voilà les façons. On peut plus causer poliment au monde? Police. Dans ce cas, qu'est-ce pour votre service? J'ai besoin de renseignements, madame. Mon collègue et moi, nous avons l'intention de vous interroger. Dans votre intérêt, je vous conseille la franchise. J'ai toujours dit qu'une concierge devait être franche sur le compte de tous ses locataires. Celui qui nous intéresse est mort. Raison de plus pour ne rien nous cacher. Ce pauvre bonhomme assassiné, comment s'appelait-il? Pigoro, mon bon monsieur. Ouais. Pour tous ceux qui l'avaient connu dans le commerce, c'était resté le bel Anténor. Un ancien coiffeur. C'est dans sa profession qu'il avait fait fortune. Fortune, là, vous allez vite. J'ai entendu dire à sa nièce qu'il se serait pour couper le cou pour 1 million. Peste. Et cet Anténor, enfin, monsieur Pigaro. Oui. Quel genre d'homme était-ce? La crème des hommes, mon cher monsieur. Il était bien un peu maniaque et tracassier et regardant. Aux étrennes, il souhaitait juste la bonne année. 2 ou 3 fois, par exemple. Mais pas fier. Et drôle, mais drôle. On aurait passé des nuits à l'écouter raconter ses histoires sur toutes les jolies femmes qu'il avait frisées. Vous connaissiez ses habitudes? Quoi vous pensez? C'est moi qui m'occupais de son ménage. Enfin, je m'occupais, manière de dire, parce que il faisait tout lui-même. Il balayait, il époussetait, il frottait. Une manie presque. Et réglé comme une montre. À midi, le bol de chocolat. Et par-dessus, un grand verre d'eau. C'était son déjeuner. Jamais de vin? Oui. Vous lui en auriez pas fait voir une goutte. Sobre comme un chameau, si on peut dire, d'un pauvre défunt. Et propre, coquet.
Tous les après-midi sur le boulevard. Dîner à 6 heures, dans une pension bourgeoise, rue de la Paix. Ensuite, sa partie de jaquet jusque vers 11 heures. Un seul défaut, porté sur les femmes. Je lui disais souvent, à votre âge, vous n'avez pas honte? Il me répondait, non madame, à mon âge on n'a plus honte, on a peur. Et il clignait de l'œil là-dessus. Eh bien, il recevait beaucoup de monde? Son neveu, tous les dimanches, il l'invitait chez la Tuile à dîner. Dites-moi, son neveu, ils étaient bien ensemble? Les deux doigts de la main, bon monsieur. Ouais. Et la femme du neveu, comment étaient-ils ensemble, l'oncle et la femme du neveu? Les deux oreilles. C'est-à-dire? Pouvaient pas se voir. Tiens. C'était même son seul sujet de dispute avec monsieur Monistrol. Feu Anténor disait à son neveu, tu l'aimes trop. Une seule femme, c'est toujours trop. Elle te mène par le bout du nez. C'est une orgueilleuse et vous finirez sur la paille. C'est que madame Clara voulait emprunter 100 000 francs à ce vieux ladre pour monter un commerce de bijouterie au Palais Royal. Mais lui, rien à faire. C'est mon argent, je l'ai gagné, je le garde. Et quand je serai mort, eh ben ça y est. Il est mort. Ah, ça. Et qui a découvert le crime? Bah, qui voulez-vous? Moi, comme toujours. Enfin, je peux dire que ça risquait pas d'arriver à d'autres, allez. En montant son chocolat sur le coup de midi, j'ai une clé pour le ménage. J'ouvre, j'entre, et qu'est-ce que je vois? Oh mon Dieu! Votre douleur plaide pour votre âme charitable, madame, mais comme nous sommes fort pressés, tâchez de la maîtriser. Qu'avez-vous pensé en découvrant l'affreux tableau? J'ai dit à qui voulait l'entendre, c'est son neveu qui a fait le coup, pour hériter le brigand. Une telle certitude, c'est grave. Accuser un homme d'un si grand crime, c'est le faire basculer sur l'échafaud. Qui voulez-vous que ce soit? Il est venu voir son oncle hier soir. Pas tranquille, sûrement. Lui qui me parle toujours, il m'a rien dit le mauvais. Il a pu recevoir une autre visite. Personne, j'ai pas bougé de ma loge. Personne. Vous l'avez bien vu, bien reconnu? Oh, permettez. Je l'ai pas dévisagé. Il a passé vite comme une ombre, en tâchant de se cacher. Et le corridor est mal éclairé. Comment osez-vous prétendre que vous l'avez reconnu dans ces conditions? Mon petit monsieur, si j'ai pas vu la figure du maître, j'ai vu le museau du chien. Comme je le caresse toujours, il est venu dans ma loge et j'allais lui donner un os quand son maître l'a sifflé. De quelle race, ce chien? Toute. Bah, d'un peu loin, on le prendrait pour un de ces petits loulous noirs comme on avait les conducteurs autrefois. On l'appelle Pluton. Il a une tache blanche au-dessus de l'oreille. C'est bien, madame, vos renseignements nous sont précieux. Je vous salue. Et tout est contre ce malheureux. À moins que cet imbécile ait réellement signé son forfait. Mais voilà ce qu'on ne me fera jamais entrer dans la cervelle. Tant pis, nous dînerons plus tard. Mais où courons-nous, monsieur? À la préfecture. Je suis peut-être idiot, mais je vais interroger moi-même ce Monistrol. Les condamnés au secret. J'ai jamais pu m'affranchir d'un certain serment de cœur à chacune des démarches pénibles qui m'ont été imposées par le métier entre ces murs où tout résonne. Ah, voici le gardien. Une vieille connaissance. Hurle-Dieu, par ici. Eh, mais c'est monsieur Méchinet. Bonjour. Eh ben, ma foi, je vous attendais. Mettons que vous venez pour l'assassin du petit vieux des Batignolles, non? Précisément. Du nouveau? Oh, ma foi, non. Est-ce qu'on a vu le juge d'instruction? Oui, dans l'après-midi. Oh, il n'est pas resté 3 minutes avec l'accusé. Et en le quittant, il était si content de la visite qu'il s'est pas retenu de me dire « Hurle-Dieu, c'est une affaire dans le sac. » L'expression n'est pas heureuse, mon ami. Ah, voyez-vous, monsieur Méchinet, quand j'ai vu nous arriver ce particulier avec toute sa gelée de larmes dans les yeux, pâle comme une endive, je me suis dit, moi, en voilà un qui ne saura pas se tenir. Eh ben, il a pas cessé de geindre depuis son arrivée. On aurait peur d'un suicide, hein. Je dois le surveiller, je surveille, c'est l'habitude, mais c'est inutile, ça. Ce gaillard-là tient à sa peau plus qu'à celle des autres.
Tiens, tenez, monsieur Méchinet, si vous voulez jeter un petit coup d'œil. Allons-y, mais je n'aime pas épier ces misérables. Tu m'ouvriras, je dois lui parler. Moi, c'est comme vous voudrez, monsieur. Qu'est-ce que c'est encore? Mais que me veut-on à la Monsieur fin? Monistrol, ne vous alarmez pas. Mon Dieu, croyez-vous utile à votre cause de vous mettre en de pareils états? Je conviens que la situation n'est pas réjouissante. Cependant, si j'étais à votre place, je voudrais prouver que je suis un homme. Je crierais mon innocence. Je ne suis pas innocent. Je ne suis pas innocent. Quoi? C'est vous? Oui, c'est moi. Oui, oui. Oui, c'est moi seul. Mais combien de fois devrais-je le répéter? Je l'ai dit à vos agents, je l'ai dit à vos gardiens, je l'ai dit à votre juge. J'ai tout avoué. J'ai signé mes aveux, alors que demandez-vous de plus? Mais je sais ce qui m'attend. J'ai tué, je dois être tué. Je n'ai pas peur, allez. Coupez-moi le cou. Un instant. On ne coupe pas le cou aux gens comme aux canards. Vous avez avoué, vous avez signé, bien. Mais vous n'avez pas prouvé que vous êtes coupable. Et la justice, au reste, comprend certains égarements, certaines fatalités. Certaines circonstances atténuent la rigueur de la peine. Vous en vouliez donc terriblement à votre oncle? Non. Alors, pourquoi? L'héritage. Mes affaires étaient mauvaises. Allez vous en informer. J'avais besoin d'argent. Hein? Mon oncle était riche. Je suis son seul héritier. Je comprends. Vous espériez échapper à la justice. Mais je l'espérais. Bien qu'il me soit pénible de venir en aide à un assassin, je puis hâter les choses selon votre désir. Quelques points demeurent obscurs. Par exemple, où avez-vous acheté le revolver qui vous a servi à commettre le meurtre? Je l'avais. Depuis longtemps. Ma profession de bijoutier m'imposait quelques précautions. Et qu'en avez-vous fait après le crime? Je l'ai jeté, quelque part, sur le boulevard extérieur. C'est bien, nous le rechercherons. Ce que je ne m'explique pas, c'est que vous vous soyez fait suivre de votre chien. Quoi? Mon chien? Pluton, le concierge l'a reconnu. Mon pauvre Pluton. Oh. Monsieur... Oui, quoi? Rien. Vous ne m'arracherez plus un mot. Vous m'avez assez torturé, laissez-moi. À votre aise. Gardien. Vous l'avez entendu? Le revolver. Cet insensé ignore la façon dont a péri son oncle. Enfin, est-il possible de douter encore de son innocence? Qui sait? J'ai vu de fameux comédiens au cours de mes travaux, Godoy. Enfin, c'en est assez pour aujourd'hui. Dis donc, je vous ai prévu de dessert à midi. Alors partagez donc mon potage ce soir. Nous verrons ce que pense Méchinette de tout cela. Eh ben, mon ami, je pense de tout cela que tu as commis plusieurs fautes. Bon. Oui. La première, et Monsieur Godoy excusera la liberté de mon propos, est que tu te sois confié à notre voisin. Enfin, voyons, Mais madame. voyons, en lui révélant ta situation, tu l'as initié à notre secret. Bah, où est le mal? Oui. Si j'ai redouté la vengeance des misérables que j'ai livrés à la justice, qu'ai-je à craindre des honnêtes gens? Oh, non, imaginerais-tu par hasard que je me cache, que j'ai honte de mon état? Tu m'as fort bien compris, Méchinet. Quoi? Je suis une des sentinelles perdues de la civilisation. Au prix de mon repos et au risque de ma vie, j'assure la sécurité de la société et j'en rougirais. Oh non, ce serait pas trop plaisant. Bon, tu me diras qu'il existe contre nous autres gens de police un préjugé baste. Ouais. Ceux qui nous regardent d'un peu haut feraient une triste figure si demain, croisant les bras, nous lâchions sur eux l'armée de gredins que nous tenons en respect. Tu m'as fort bien compris. Oui, bon, bien, bon, alors, les autres fautes. Tu rentres trop tard, la soupe est froide. Ensuite. Tu rentres trop tôt.
quand l'affaire était chaude. Quoi? Mais c'était pas à la préfecture que tu devais aller en quittant les Batignolles. Juste pendant interroger Monistrol. Oh, la belle chanson. Tu connaissais pas son frère? Ma chère amie, ça m'a servi. Ah, rien. C'est rue Vivienne que tu devais courir, chez la femme. Tu la surprenais sur le coup de l'émotion. Puisqu'il y a des complices, tu l'as confessé. Quoi, madame, vous croyez Monistrol coupable? Oui. Mais l'idée du meurtre, la combinaison, vient de la femme. Allons, de la jugeote, mes poulets. Mais Chinette. Oh, pardon, mes enfants. Sur 20 crimes commis par les hommes, 15 ont été conçus, ruminés, inspirés par leurs compagnes. Tiens, prenons celle-ci. La concierge vous l'a dit. Belle, ambitieuse, menant son mari par les poils du nez. Bon. Le vieil anténor refuse 100 000 francs. Sa mort lui en promet le double, malheureusement. Il est battu comme un chêne. Alors, de longues mains, elle prépare la foudre, familiarise les Poutimorés avec la pensée du crime, se lamente par leur ruine, faillite, jeunesse perdue, et lui met un jour le marché en main. C'est un poignard. Oui, tout ceci est logique. Madame, peut-on supposer Monistrol assez bête pour se dénoncer lui-même en signant son acte? Assez fin, voulez-vous dire, pour découvrir l'argument qui servira le mieux sur l'innocence prétendue. Mais il ne prétend à rien, qu'à la culpabilité. Et met ainsi la justice dans la position de prouver qu'il est blanc comme un lys. Oh, il ignore même de quelle arme est mort son oncle. Oh, le jurerais-tu, mon ami? Depuis quand prends-tu pour argent comptant les apparences? Godeuil, nous aurons demain une journée à n'en pas dormir cette nuit. Je passe pour un malin à la préfecture. C'est que je consulte ma femme comme Molière sa suivante. Et je m'en trouve bien. Pour elle, tout crime est assorti de machiavélisme, d'intrigue, de stratagème diabolique. Et moi j'ai le défaut opposé. Je considère la bêtise comme le premier fournisseur du meurtre. Eh bien, de nos consultations, je tire souvent un grand bénéfice, la lumière. Et vous avez pénétré le mystère de l'affaire Monistrol? Un moyen, du moins, d'enforcer la serrure. Une clé. Ah, d'abord, nous allons faire quelques visites, s'il vous plaît. Vous voyez cette boutique là-bas avec une enseigne en déconfiture? C'est celle des Monistrol. Nous y allons? Ah, pas si vite, mon bon, pas si vite. Les bourgeois en sablon sur les bourgeois et les auvergnats sur l'Auvergne. Qu'était-il, ce Monistrol? Commerçant? Eh ben, faisons parler le commerce. Je regrette, monsieur, de ne pouvoir vous satisfaire, mais cet article... Oh, j'aurai l'occasion de revenir dans le quartier lorsqu'on aura libéré mon ami Monistrol. Oh, monsieur, un si brave garçon. Votre ami, hein? Mais c'est qu'il était aussi le mien. Et d'un seul coup, le voilà menacé d'erreur judiciaire. Un homme d'une douceur et intelligent et travailleur. Et quel mari. Oui, comme le dit monsieur, quel mari. Et j'ajouterai de quelle femme est aussi belle et si manifestement fidèle. Parce que, je peux en parler si monsieur est l'ami de mon ami. Ah oui. Monsieur connaît les manies de Clara Monistrol. C'est un oiseau, monsieur. Des îles. On veut de la plume, on veut de la dentelle, on veut du bijou, on sourit, on vous regarde à la biche, mais on est une épouse respectable. Et Monistrol peut porter haut le front, rien n'y a poussé. Vous me comprenez, monsieur? Oui, je vous comprends. Vous m'excuserez, mais une course urgente. Je vous en prie, au plaisir de vous revoir, messieurs. Excellent renseignement. Ça paraît vous dépiter. Mon cher Godeuil, trouver la malignité des misérables est assez difficile. Si nous avons affaire à d'honnêtes gens, je renonce. Honnête, fidèle, respectable, décourageante. Ah, c'est prodigieux. Pas un cancan, pas une calomnie. Ah, c'est pas ce que nous promettait Méchinette. Une boutiquière, le genou léger, mettant sa beauté en montre plus que ses marchandises, et alléguant dans sa serre un mari commode, aveugle imbécile ou malpropre complaisant peste. C'est une sainte qu'on nous a décrite. Alors qu'attendons-nous, monsieur, pour faire visite au paradis? Puisque c'est une sainte, finissons-en de ce purgatoire. Ah oui, vous avez raison. Nous n'avons que trop perdu de temps. Que désirez-vous, messieurs? Vous êtes la femme Monistrol? Non, monsieur. Non, madame est allongée. Je vais la prévenir. C'est inutile, nous la préviendrons nous-mêmes. Qui est encore, Louise? Que voulez-vous, messieurs? Madame, je suis envoyé par la justice. Je suis un agent du service de la sûreté. La justice, enfin.
Quelqu'un ose prononcer son nom entre ces murs. Soyez béni, monsieur. Je suis prête. Déjà le grand deuil, madame? C'est montré peu de fois dans la cause de votre mari? L'habitude du malheur prépare à certains coups. Et la vie s'est chargée de m'apprendre qu'il faut dans ces armoires conserver en état l'uniforme des drames. L'heure est pour moi venue de m'en vêtir. Quant à mon mari, sachez que quel que soit le sort de ce très honnête homme, j'en veux ma part. Vous l'avez arrêté hier au soir. Arrêtez-moi. Je vous en aurai toute la reconnaissance d'une épouse. Il est innocent. Je le suis, qu'importe. Et celui-là aussi, arrêtez-le. Est-il moins coupable que nous? Madame, il n'est de mes intentions d'arrêter ni vous ni cet animal. Déjà ce matin, j'ai reçu cet ordre de me rendre au palais de justice. Lisez. Près d'un juge, monsieur. Que puis-je souhaiter de meilleur qu'un juge? Et que veut-il de moi? Oh, les éclaircissements qui, je l'espère, démontreront l'innocence de votre mari. Vous parlez très sévèrement de la justice, madame. Considérez-moi comme autre chose qu'un ennemi, soyez sincère, et vous verrez qu'il n'est pas de meilleure servante de la justice que sa cousine. La vérité. Je vais avoir l'honneur de vous poser quelques questions. Vous convient-il de me répondre avec franchise? Questionnez-moi, monsieur. Bien. Vous devez savoir, madame, que c'est avant-hier soir, sur les 11 heures, qu'a été assassiné le sieur Pigoro, dit Anténor, oncle de votre mari. Hélas. Où était, à cette heure précise, monsieur Monistrol? Je vous demande, madame, où votre mari a passé la soirée d'avant-hier. Mon Dieu, quelle fatalité. Vous m'avez demandé la franchise et mentir ne le couvrirait pas. Avant-hier, mon mari a passé la soirée hors de la maison. Savez-vous où il était? Oui. C'est-à-dire... Oui, je le sais. Un de nos ouvriers qui habite Montrouge avait à nous livrer une parure de fausses perles. Il ne la livrait pas. Notre situation de fortune ne nous autorise aucune négligence. En dînant, mon mari me dit « Je vais aller jusque chez ce gaillard ». Il est donc sorti vers les 9 heures. Je l'ai même accompagné jusqu'à l'omnibus où il est monté, rue Richelieu. Tout de même un sérieux point pour sa défense. Hélas, monsieur. Votre ouvrier affirmera qu'il a vu monsieur Monistrol chez lui à l'heure où... Il ne dira rien de semblable. Comment? Il était sorti. Mon mari ne l'a pas vu. Ah oui, en effet, c'est une fatalité. Enfin, il se peut que la concierge ait remarqué monsieur Monistrol. Ces petites maisons de banlieue n'ont pas de concierge, monsieur. Diable, diable. Et à quelle heure est rentré votre mari? Peu après minuit. Vous ne pensez pas que ce fut une longue absence? Vous aussi. Je lui en ai fait le reproche. Et qu'a-t-il répondu? Qu'il faisait doux, qu'il avait pris par le plus long, en flânant, qu'il s'était arrêté dans un café pour boire un verre. Sa physionomie au retour? Fâché, contrarié. C'était bien naturel. Quels vêtements portait-il? Si vous l'avez vu depuis son arrestation, les mêmes, monsieur. Il n'en a pas changé. Vous n'avez en somme rien remarqué, rien observé en lui d'extraordinaire? Rien. Me permettriez-vous... Monsieur Godeuil est mon voisin. Mon voisin de bureau. Je devrais dire mon adjoint. Je vous écoute, monsieur. Eh bien... comment dire... Madame, à l'heure où votre malheureux époux courait inutilement à Montrouge, à la recherche de son ouvrier, vous-même, où étiez-vous? Moi? Mais... Oui, où étiez-vous? Ici, j'étais ici. Mes témoins vous l'affirmeront. Des témoins? Il faisait une telle chaleur que j'éprouvais le besoin de me rafraîchir. J'eus l'envie d'une glace. La prendre seule m'ennuyait. J'envoyai donc ma vendeuse, qui est aussi ma bonne, inviter deux de mes voisines, mesdames Dorstridge et Rivaille, l'élégantière d'en face. Elles acceptèrent mon invitation et elles sont restées ici jusqu'à 11h30. Interrogez-les, elles confirmeront mes paroles. Au milieu des épreuves si cruelles que je subis, cette circonstance fortuite est une faveur divine. Et la providence... Circonstance fortuite? Vous n'avez jamais été soupçonnée, vous, madame. Le pire qu'on puisse supposer, c'est que votre mari vous ait dit quelque chose du crime avant de le commettre. Oh, comment pouvez-vous... Oh, comme ça, madame, comme ça. Des mots. Votre commerce bat de l'aile. Lorsque les clients désertent la boutique, c'est pauvreté qui tient la caisse. Nos difficultés sont provisoires. Votre mari vous adore, je rends hommage à son excellent goût. Vous êtes jeune, belle, intelligente aussi. Bref, la précarité de votre situation l'aura alarmé, l'inquiétude des mauvaises conseillères. Pour vous, plus que pour lui, il devait recouvrer l'aisance de la fortune. On oublie mal. Lorsqu'on a connu les jouissances du luxe, le faste... Mon mari est innocent. Innocent. Innocent, comprenez-vous? Mais alors, sacrebleu, comment expliquez-vous ces aveux? Un innocent qui se déclare coupable au seul énoncé du crime dont il est soupçonné, c'est rare.
C'est prodigieux, c'est effarant, Oui, c'est monsieur. invraisemblable. Oui. Tellement que je tremble, que ce pauvre homme saisi d'épouvante, stupéfié, n'ait perdu la tête. Un délire passager, bon, ça s'est vu, j'en conviens. Mais ce matin, après une longue nuit de réflexion, le pauvre homme persiste dans ses aveux. N'est-ce pas l'évidence qu'il est devenu fou? Oh mon Dieu, mon Dieu. Fou! Que vais-je devenir? Il est fou! Sortez-le de sa folie, monsieur. Aidez-le. Votre métier doit vous en donner le pouvoir. Madame, mon métier a ses exigences. Je dois, à quelque désir que j'ai de vous venir en aide, accomplir quelques formalités. Par exemple, il serait bon que je puisse notifier dans mon rapport que la perquisition... Perquisition? Oui, je dois m'y livrer, madame. Et si je peux indiquer à mes supérieurs que vous vous êtes prêté avec la meilleure grâce à cette désagréable opération, ce sera un excellent point pour vos affaires. Mais... perquisitionner? Voici les clés. Cette maison vous est ouverte, et si vous pouviez perquisitionner dans mon cœur, ma joie serait entière. Je ne doute pas, madame, que j'y prendrai aussi un extrême plaisir. Cependant, puisque le cœur m'est interdit... La cave, madame. Pourrais-je visiter la cave? Certainement. Bien que je ne distingue guère la raison. C'est l'habitude. N'y dérogez pas. À plus tard, messieurs. Examinez, scrutez, fouillez. Nous n'avons rien à craindre de la vérité. C'est une tragédienne que cette femme. Elle formule naturellement l'alexandrin. Et son costume, ce deuil... Ça, j'avoue que sa sincérité me paraît sujette à caution. Bien entendu, nous n'avons rien trouvé, ni pour l'accusation, ni pour la défense. Reste la cave. Vous m'avez deviné, Godeuil. Eh ben, si nous trouvons quelque chose, c'est la cave qui nous le livrera. Quelle fraîcheur! Approchez la bougie par là. Ah, non, c'est pas ça. J'avais cru... Ah bon, on n'a plus qu'à remonter. Non, c'est pas ici qu'on trouvera une seule bouteille cachetée de verre. Pourtant, j'ai la certitude que c'est à partir de ce bouchon de cire verte que nous atteindrons la vérité. Mais patience, c'est notre règle. Allez, on remonte. Eh bien, messieurs. Eh bien, c'est excellent pour votre mari, j'en étais à l'avance convaincu. Nous sommes bredouilles, madame. Plutôt, taisez-vous, méchant, plutôt. Mais il mordrait, dites donc. Non, il n'est pas méchant. Nous l'avons dressé à montrer les crocs par ce qui est en bijoutier. Nous sommes plus menacés des voleurs que d'autres. Ah bon. Beaux oliveaux! Inutile de l'appeler, monsieur. Il ne vous obéira pas. Il est comme tous ceux de sa race. Tiens. Il ne connaît que la voix de son maître et la mienne. Oui, et... Godeuil. Où donc était-il, madame, ce chien fidèle, le soir du crime? Où était plutôt? Je ne sais pas, je ne me rappelle pas. Mais il a suivi votre mari, peut-être? Ah oui. Oui, cela me revient. Il a suivi mon mari. Dans l'omnibus. Car c'est bien ce que vous avez déclaré, j'ai accompagné mon mari jusqu'à l'omnibus. Oh, il aura suivi la voiture, voilà tout. C'est ça. Il est habitué à courir derrière. Bon, voyons. Venez, Godeuil. Nous avons assez importuné, madame. Au revoir, madame. Au revoir, messieurs. Alors, Godeuil, qu'attendez-vous? Toi, couchez. Au revoir, madame. Oh, quelle imprudence, Godeuil. Avez-vous perdu la tête? Est-ce perdre la tête que trouver la solution de ce problème? Or, je l'ai, cette solution. Le chien. Oui, je vous entends, mon ami, je vous entends. Et je souhaite fort que Madame Monistrol ne vous ait pas deviné comme moi. Car croyez-moi, si elle a pressenti vos soupçons, oui. Avant ce soir, le chien sera mort ou disparu. Alors, glissez-vous sous ce porche, vite. D'ici, on surveillera la boutique. Restez dans l'ombre. Bien. Godeuil, je suis de votre avis. Le chien connaît la vérité, mais allez faire parler un chien... Madame Monistrol était chez elle. Ses précautions sont prises, on témoignera pour elle. Mais tout démontre sa complicité morale. Si elle n'a pas conseillé et préparé le meurtre, elle n'ignore pas le nom de l'assassin. Et qui était-il, Qui? Un homme qui se faisait obéir du chien, un familier de la maison. Et qui est plus cher au cœur de cette femme que son mari lui-même. L'amant. Et quel amant,
Un misérable hypocrite qui, après avoir conquis l'amitié de Monistrol, s'est emparé de la femme, la domine, la tient en son infernal pouvoir. Et c'est notre chance. Les amants, criminels ou non, n'aspirent qu'à se rejoindre. Ceux-ci ont dû convenir qu'ils resteraient quelque temps sans se voir. Mais l'impatience les gagnera, et l'impunité dont ils se croient assurés les conduira à de rapides imprudences. Alors, mettons la boutique en surveillance et avant 2 jours... Le génie de la profession, vous l'avez, oui, ça c'est sûr. Mais vous manquez de pratique. Alors ne vous montrez pas, Godeuil. Dans les grandes lignes, oui, vous y êtes. Et si je vous ai demandé de monter la garde ici, vous pouvez croire que j'attends de Madame Monistrol qu'elle sorte pour la suivre. Évidemment. Non. Non. Car n'oubliez pas que je sais où elle doit se rendre. À la préfecture. J'attends qu'elle sorte, mais c'est autrement que je compte jouer le coup. Tenez, voilà qu'elle sort, avec l'affreux cabot dans ses joues. Mais restez ici, Godeuil, bon sang, on m'avait fait peur. Allons. Vous allez voir comment on mêle rondement le dernier chapitre. Ah, elle a tourné le coin de la rue. Allez, hop, pas de temps à perdre. Ah, mademoiselle, votre maîtresse, vite, nous avons des nouvelles. Oh, elle vient de sortir. Oh, mais c'est pas possible, vous me chantez une bêtise, mademoiselle. Bah, regardez vous-même, messieurs, je vous jure. Oh, décidément, le destin s'acharne sur ces malheureux. Elle va être désolée. À moins que vous ne puissiez la remplacer, je ne cherche qu'un renseignement. Ça, j'aurais trop de plaisir à l'aider, monsieur. Et oui, c'est au sujet de ce monsieur qu'elle m'avait prié de visiter. Vous êtes... allons, bon, son nom m'échappe. Monsieur... vous ne connaissez que lui. Non, ça je ne vois vraiment pas. L'ami de la maison, celui à qui votre diable de chien obéit comme à son maître. Ah, monsieur Victor. Voilà, Victor, monsieur Victor. C'est l'ami de vos patrons. Oh, ça pour sûr, c'est même le meilleur ami de monsieur. Bah, pensez donc, ils ont été ouvriers bijoutiers ensemble dans leur jeunesse, alors. Et maintenant, monsieur Victor travaille pour nous à domicile. Vous le voyez souvent ici? Sans madame, on le verrait tous les jours. Tiens. Ah oui, ça. Elle est un peu jalouse, madame. Elle dit que monsieur Victor fait de son mari ce qu'il veut, aussi bien que de son chien. Bah, dites-moi, justement, elle m'a donné une commission à lui faire et j'ai égaré son adresse. Alors si vous la connaissez... Oh, ça vous pensez. Il demeure rue du Roi René, numéro 23. 23, rue du Roi René. 23. Merci, mademoiselle. Merci, oui, merci. Vous venez de rendre un fier service à Madame Monistrol. Et elle sera très contente. On n'a pas perdu de temps, hein. Voyons, 23, c'est cette maison. Oui, c'est vrai. Si le juge qui est en train d'interroger la femme se doutait que je vais utiliser son mandat en blanc pour innocenter le mari, il me croirait dément. Attention, quelqu'un. Monsieur le concierge, je viens pour Victor. 4e droite. Il est chez lui? Vous verrez bien. Ce que je peux dire, c'est que je l'ai pas vu descendre. Ah, merci. Dites-moi, je voudrais le régaler d'une bonne bouteille, ce brave Victor. Vous savez pas qui c'est, son marchand de vin par ici, non? En face. Il y en a pas d'autre. Parfait, merci, monsieur. Je voudrais une bouteille de vin, monsieur, s'il vous plaît. Du bon. Tenez, du cachet vert, là. Voilà. Oh, ça, vraiment, j'aurais pas pensé. Le cachet vert. Et c'est bien le même. Chut. Et maintenant, prenez garde. Bien. Qui demandez-vous? Qui je demande? Toi. Au nom de la loi, je t'arrête. C'est une plaisanterie? Vous m'arrêtez? Pourquoi? Ne fais pas l'enfant, ton compte est réglé. On t'a vu sortir de chez le père Anténor. Et d'ailleurs, j'ai dans ma poche ce bouchon dont tu t'es servi pour que la pointe de ton poignard ne t'entame pas le cuir. Ah. Je suis innocent. Tu répéteras ça au juge. Mais je crains bien qu'il ne te croie pas. Au fait, ta complice, la femme Monistrol, elle a tout avoué. Hein. Vous mentez! Elle ne savait rien! C'est autant de confesser. Alors tu as fait le coup tout seul. Très bien. Godeuil, cherchez donc dans ces tiroirs. Vous y trouverez probablement le poignard de ce joli monsieur. Et probablement aussi les lettres d'amour. Oh là, oh, tu veux faire le méchant, dis! Tout doux, l'ami, hein? Les lettres d'amour.
Et le portrait de sa dulcinée. Oui, voici l'arme. Et ces enveloppes. N'y touchez pas. C'est moi, c'est vrai. Je connaissais le père Pigoreau depuis longtemps. Il s'est pas méfié lorsque je suis allé le trouver avant-hier, habillé comme Monistrol. J'avais emmené le chien pour le cas où le vieux aurait eu des doutes avant de m'ouvrir. En le faisant aboyer, j'aurais rassuré le vieux Grigou, qui aurait cru avoir affaire à son neveu. C'était joliment combiné. Je faisais d'une pierre deux coups. En me débarrassant de Monistrol, j'enrichissais la femme que j'aime. La sienne, mon garçon. Pourquoi croyez-vous donc que je le hais? Sinon parce qu'il me prend une femme qui est toute ma vie. Jaloux dans ta position, c'est admirable. Il s'en est fallu de peu que je réussisse. Ah, le plus pénible, c'est quand j'ai dû écrire avec le doigt et le sang du vieux les lettres qui dénonçaient mon rival. Mauvais souvenir. Il sera plus mauvais encore lorsque tu sauras ceci. C'est là que tu as commis la faute. La faute à partir de laquelle nous avons eu la conviction que Monistrol ne pouvait être coupable. Car tu as perdu la tête à ce moment, mon garçon. Quoi? Eh oui, c'est la main gauche du cadavre que tu as trempé dans le sang, la main gauche. Quoi? C'est là ce qui m'a perdu? Oui, c'est ce détail qui t'a perdu. Oh. Oh. Et c'était au contraire ma plus subtile finesse. Le père Anténor était gaucher. Eh bien, Godeuil, cette affaire du petit vieux des Batignolles aura eu d'excellentes conséquences. Votre vocation, d'abord. Car si vous avez été presque médecin, j'ai la conviction que vous ferez un grand policier. Collègue. Si. Et puis aussi, vous aurez appris que sans la providence et l'instinct... Et le flair. Et le flair, c'est ça. Le métier n'est qu'illusion. La preuve, c'est une faute d'enquête qui nous a livré l'assassin. Mais quelle affaire! Un chien qui dénonce le coupable par son silence, un cadavre qui écrit avec son sang, un innocent qui s'écrit coupable... Ah, on vous a gâté, c'est vrai. J'entends encore le mari aux assises. Je voulais me sacrifier pour ma femme. Je l'aime, je la croyais coupable. L'était-elle? J'en jurerai. Enfin. Victor est au bagne, et pour les Monistrol, ça vaut guère mieux. Hein. Fini la bijouterie. Un infâme tripot sur le cours de Vincennes. Voilà où ils en sont. Et vous verrez qu'un jour... nous retrouverons cette malheureuse fille publique près de quelques casernes. Oh, venez! Méchinette sera furieuse si nous laissons retomber son soufflet au fromage. Germaine Beaumont vous parle du dernier livre qu'elle a lu. On ne saurait dire de James Hadley Chase qu'en vieillissant, il s'assagit, car il garde un goût prononcé pour les jeunes personnes destinées de par leur perfection physique à la perdition des messieurs, et pour les situations dont les arguments majeurs demeurent la matraque et la mitraillette. Une brutalité impitoyable, un total mépris de la vie humaine gardent également dans ces livres leur pouvoir argumentatif. Et cependant, nous ne retrouvons plus dans les derniers Hadley Chase les éléments troubles, pervers et sadiques qui éclairèrent ces premières œuvres de leur soleil noir. Il y a ainsi un monde entre Pas d'orchidée pour Miss Blandish et Délit de fuite qui vient de paraître aux éditions Gallimard dans la série noire. Cela ne veut pas dire que Délit de fuite soit un de ces romans tranquilles que l'on aime lire dans le silence d'une maison déserte à la campagne. Car dès le début, nous sentons bien qu'il y a quelque chose de pas naturel dans l'intérêt soudain que porte Roger Aitken, le grand patron d'une énorme affaire de publicité californienne, au jeune Chester Scott qu'il a distingué lors de la faillite d'une maison rivale. Chester Scott est un garçon très bien, très doué, travailleur et scrupuleux qui fait de son mieux pour être digne de sa chance. Mais de là à ce qu'elle soit si rapide et si éclatante, il y a de quoi laisser rêveur.
Ajoutons que Roger Aitken, qui vient de se casser la jambe sur le perron d'un grand hôtel et qui de ce fait se trouve condamné à 1 mois d'immobilité, délègue à Scott tous ses pouvoirs pour le remplacer lors d'une réunion du conseil d'administration. Nouveau prétexte, si Scott s'en tire bien, à de nouvelles faveurs. Mais la roche tarpéienne étant, comme on le sait, proche du Capitole, Scott est désormais obligé de se rendre chez Aitken régulièrement et il y voit pour la première fois Lucille, la jeune, très jeune Mrs. Aitken. C'est le coup de foudre, le dangereux et mortel coup de foudre. D'autant que cette Lucille lui témoigne une tendresse ingénue, lui emprunte sa Cadillac pour des promenades et lors d'une de ces promenades tue quelqu'un. Naturellement, l'instinct de Scott sera de protéger Lucille contre les conséquences à la fois conjugales et sociales de cet accident, autrement dit de se passer lui-même la corde au cou. Un foudroyant retour de situation montre que James Hadley Chase est encore un auteur avec lequel il faut compter. Roger Régent vous parle du dernier film qu'il a vu. Nous voici avec le dernier film de Yves Allégret, Quand la femme s'en mêle, dans la série noire Jusqu'au cou. Ce film fut d'ailleurs tourné sous le titre du roman qui l'a inspiré, Sans attendre Godot, de John Amila. Puis le metteur en scène ou les producteurs se sont ravisés et craignant sans doute que l'on fasse quelques rapprochements avec la célèbre pièce de Samuel Beckett En attendant Godot, ils ont choisi comme titre Quand la femme s'en mêle. On ne peut pas dire que ce soit là une idée de génie, mais après tout une telle histoire n'en demandait pas tant. Il n'y aurait rien à dire de ce film qui raconte pour la 100e fois, au moins, l'histoire d'une rivalité entre 2 gangs. On se double, on se mitraille, à qui mieux, on boit sec et on embrasse les filles selon les meilleurs principes du milieu. Bref, tout cela, sans cesse ressassé, n'a pas le moindre intérêt et c'est au surplus très médiocrement mis en scène. Donc il n'y aurait pas de raison particulière de parler de cette femme qui s'en mêle si, par une étrange rencontre, on trouvait au générique les noms hautement estimés d'Edwige Feuillère et de Yves Allégret. Pour Yves Allégret, nous étions déjà un peu inquiets après Méfiez-vous Fillette. On se demandait ce que le remarquable metteur en scène de Manège, de Dédé d'Anvers, d'une si jolie petite plage, était allé faire avec ses fillettes. Mais on se disait après tout que les producteurs, qui savourent avec tant de passion cette littérature fortement pimentée, l'avaient peut-être contraint à tourner Méfiez-vous Fillette. Mais voici qu'Yves Allégret récidive. Va-t-il falloir l'abandonner lui aussi, après tant d'autres qui se sont irrémédiablement compromis? Quant à Edwige Feuillère, on comprend son dessein, cette admirable comédienne de théâtre, qui joue Phèdre, Bérénice, le partage de midi, et même la dame aux camélias. Elle voudrait bien de temps en temps se détendre, se délivrer de ses chefs-d'œuvre, et délaisser Claudel ou Racine pour aller s'encanailler avec les mauvais garçons de M. Simonin ou de M. Le Breton. Elle ne veut pas être statufiée. C'est un peu comme l'admirable Madeleine Renaud, jouant avec Jean-Louis Barrault, Occupe-toi d'Amélie. Ce désir d'une grande actrice de se renouveler, de changer d'emploi, est donc tout à fait compréhensible. Mais qu'Edwige Feuillère se soit à ce point fourvoyée, c'est inconcevable. Oh, ce n'est pas qu'elle joue mal ce rôle de maîtresse de gangster et de tueuse, certes non, mais la composition, si talentueuse soit-elle, est appliquée. En un mot, nous ne sommes pas avec elle. Si elle tient absolument à se dépayser, encore une fois c'est très légitime, qu'elle choisisse des rôles de fine comédie, semblables à ceux qu'elle tenait dans J'étais une aventurière, dans l'honorable Catherine, et même dans le récent 7e commandement, qui était très agréable à regarder, mais qu'elle ne s'égare pas dans ses histoires de pépés et de mitraillettes. Nous le lui demandons avec la plus amicale attention, si elle ne trouve pas de bon rôle dans la comédie légère, humoristique, et même bouffonne à l'occasion, alors qu'elle reste assise à l'ombre des forêts, comme dit Phèdre précisément. Les maîtres du mystère. Parmi les chefs-d'œuvre du roman policier, Germaine Beaumont et Pierre Billard ont choisi pour vous ce soir Le Petit Vieux des Batignolles d'Émile Gaboriau dans une adaptation radiophonique de Jean Cosmos, avec Rosie Vart, Jean-Marie Amato, Pierre Delbon, Maurice Biraud, Nelly Delmas, Raymond Pellissier,
Marcel Bozuffi, Henri Virlogeux, Jean Negroni, Maurice Chevite, Gaëtan Jor, Lisette Lemaire, Geneviève Morel et Becky Rosanès. Chronique de Germaine Beaumont et Roger Régent. Prise de son, Noël Barbet. Opérateur, Charles Marié. Assistante, Marie-Denise Vanda. Réalisation, Pierre Billard.